Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, ton prof, comment ça va? Cet été, on est bien, il fait beau, il fait chaud, bienvenue à ton cours d'éthique, ton podcast, bienvenue à ton podcast préféré. Puis, t'écoutes-tu encore la Coupe du Monde de foot? Ben, moi, j'écoute ça encore. Puis le Canada est en 8e de finale, t'as-tu vu ça? Hier, on était dimanche et si vous étiez à Sainte-Foy, ben vous m'avez entendu crier vers 17h lors du but du Canada. Quel beau sport. Anyway, bienvenue à votre pénultième rendez-vous hebdomadaire. On y est, là, avant-dernier module. On prend un café ensemble, juste toi et moi. Il n'y a pas de Fatouma, il n'y a pas Fatoumata plutôt. Et il n'y a pas d'Adam cette semaine. Il n'y a pas d'étudiants, étudiantes. Là, je vais faire ça seul. On va se parler encore une fois tous les deux. Écoutez, j'avais pas le temps d'organiser, d'inviter un étudiant cette semaine. Ça prend du temps tout ça. Là, puis j'essaie d'enregistrer entre deux rendez-vous, le soir, le midi, le week-end, quand je peux. Puis là, c'était compliqué d'organiser un rendez-vous avec un étudiant, une étudiante. Mais rassurez-vous, je vais en avoir un étudiant la semaine prochaine qui va m'accompagner pour le dernier podcast. Bien hâte de faire cet enregistrement-là avec lui. Sinon, bonne nouvelle. Redite d'une nouvelle que vous connaissez bien. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. C'est une idée proposée par Noah Banville. Je vais faire un caout en direct. Ça se passera dans une classe Zoom. Là, on n'en a pas eu ensemble cet été, mais c'est comme ça que je donne mes cours habituellement à distance. Donc, une classe Zoom live, ce sera ça. Donc, inscrivez ça à votre agenda. Mardi 14 juillet, mardi midi, on va faire ça live en classe Zoom pour un caout récapitulatif. Là, on va poser quelques questions, puis on va résumer le contenu en entier du cours. On verra pas tout le contenu, mais on va cerner quelques questions pour me permettre de parler de l'essentiel de quelques-uns des objectifs que vous avez croisés pendant votre cours. Sinon, avant d'entamer le contenu, parlons déjà du TP2. Le TP2, c'est dimanche prochain, là. Donc, pour vous, c'est le 5 juillet, 23h59. J'aurais aimé vous aider, mais là, on est à une semaine de la date limite. Donc, ça risque d'être compliqué. Je vous ai fait plusieurs rappels là, pendant la session. J'ai d'ailleurs commenté quelques TP de plusieurs équipes, en fait. Il y a plusieurs équipes qui ont communiqué avec moi. J'ai tenté de les aider à améliorer leur TP, mais là, il commence à être assez tard, là. On est à une semaine d'avis, puis le TP2, vous le savez, là, ça peut se faire en une semaine. Ça demande beaucoup d'organisation puis de travail en équipe, là, mais ça se fait. Mais il faut pas m'en demander autant, là. J'ai pas une gestion d'horaire là, qui ressemble à celle de certains. Puis c'est sûr que si vous m'en faites la demande, là, je vais essayer de vous aider encore, là, mais c'est loin d'être une promesse. Puis désolé à l'avance, puis je suis certain que vous comprendrez. Sinon, autre date importante, votre examen final, je le disais, c'est dans 2 semaines, donc même date que notre midi caout du 14 juillet, mais l'examen va se faire le soir en classe, de 18h30 à 20h30. Puis mes conseils, je sais que ça stresse des étudiants, là, mais vous avez fait l'examen de mi-session, vous avez déjà vu un petit peu à quoi ça peut ressembler, là. Puis mes conseils sont toujours les mêmes, hein. Lisez les objectifs de chaque module, puis à chaque fois que vous voyez un objectif d'un module, demandez-vous est-ce que je maîtrise cet objectif? Puis si Jean-François essaye de créer une question pour vérifier si j'ai atteint cet objectif, ça pourrait ressembler à quoi? Puis qu'est-ce que je devrais étudier? C'est la réponse à ce genre de questions. Puis si vous regardez un objectif, puis vous vous dites je comprends même pas le sens de cet objectif-là, je comprends pas ce que ça veut dire, voilà, ça sera un bon indice pour savoir qu'est-ce que vous devez étudier. Gros thème cette semaine, vous allez voir, on parle le thème est intitulé « Science et société ». C'est gros comme champ, le champ de la science, le champ de la société, les interactions entre les deux. Je vais essayer d'y donner une articulation particulière, vous allez voir, là, mais c'est
Je dirais que c'est le module le plus philo et philosophie des sciences, sociologie des sciences. On se promène entre la philo des sciences, on regarde la science, puis on prend un pas de recul, puis on la regarde, puis on regarde ce que c'est, puis quelles sont ses interactions avec la société. Puis, vous allez voir, même dans ce podcast, là, ça demande une posture réflexive, mais ça demande aussi une attention réflexive. Donc, si vous êtes en train d'écouter le podcast là, en scrollant, en faisant n'importe quoi d'autre, ça prend une tâche là, assez routinière et cyclique là, pour que vous puissiez vous concentrer sur le son de ma voix. Et pour que vous puissiez vous concentrer un petit peu sur le contenu, là, parce que si vous me perdez en cours de route, vous serez jamais capable de rattraper. Là. Ça fait ça un peu. Là. Des fois, on écoute un podcast. De quoi il parlait? Ça fait 20 minutes que j'écoute plus. Aujourd'hui, là, c'est important. Donc, réservez-vous un beau moment pour ce qui s'en vient, là, c'est-à-dire une marche, aller me promener le chien. C'est le moment de starter votre ronde de vaisselle. Là, puis écoutez ce qui suit. Puis ça vous permettra d'être pleinement là dans cette aventure réflexive que je vous propose. Les questions qui sont abordées dans ce module 12, ce sont des questions importantes. C'est quel est votre rôle? Quel est votre rôle social? Vous, toi, professionnel, bientôt en sciences et génie, est-ce que c'est à toi de se prononcer sur la pertinence sociale de certains projets techniques et technologiques? Un troisième lien, un tramway. Est-ce que c'est à toi de te prononcer là-dessus ou c'est à d'autres, puis toi, tu fais juste mettre en œuvre les projets techno-scientifiques des autres? Ça fait partie des questions qu'on va aborder. Dans le module, vous allez voir, on va parler du rôle de la science en tant que telle. Est-ce que la science peut régler les problèmes? Est-ce qu'elle peut régler tous les problèmes du monde? Donc, on va voir que c'est une des limites, c'est une des croyances le techno-solutionniste, on en dira solutionnisme, plutôt on en parlera en classe, mais j'ai quelques projets et quelques thèmes que j'aimerais plus spécifiquement aborder avec vous dans ce podcast. Puis le reste, ça se verra en classe, là, mais dans ce podcast, j'ai quelques beaux thèmes pour vous. Les thèmes que je veux aborder, en fait, en classe, vous allez voir, là, il y a deux principaux thèmes. Déjà, votre influence sur la société. Donc, toi, professionnel en sciences et génie, c'est quoi ton influence sur la société? Donc, ça, on va en parler abondamment dans le module. Mais la deuxième partie, est-ce que la société influence la science? Est-ce que la société influence déjà le type de professionnel que tu es? Ben ça, on va essayer de l'approfondir un petit peu plus dans ce podcast parce que c'est peut-être la partie la plus difficile à reconnaître et à admettre, je dirais. C'est-à-dire que le fait que vous avez une influence potentielle sur la société, ben ça, habituellement, vous avez déjà adhéré à ça, là. C'est-à-dire que si vous êtes en sciences et génie, c'est parce que vous pensez que vous pouvez influencer la société. Vous pensez que vous pouvez transformer le monde, maîtriser la nature, la matière, maîtriser l'énergie, puis mettre ça au service d'une conception du bien commun. Puis ça, c'est notamment pour ça que vous êtes là. Puis d'ailleurs, vous vous inscrivez dans une tradition plutôt techno-optimiste. C'est ce qu'on voit là vous savez, les grands géants techno-entrepreneurs. Il y a une philosophie de la science qui accompagne ce type de personnages, là. Puis tous ces personnages pointent, en fait, la plupart en ce moment là, pointent dans la même direction. Là. Si vous prenez Sam Altman, qui est associé à ChatGPT, OpenAI, Zuckerberg, que vous connaissez assurément, Elon Musk, Bezos chez Amazon, Pichard chez Google, Dario Amodei chez Anthropic. Les connaissez-vous, eux? Là? Je les mentionne comme si vous les connaissiez, là, mais il faudrait les connaître. Si vous avez vu cette semaine, là, en fait, c'était la semaine passée, la réunion du G7, là, où on réunit les 7 plus grands leaders politiques de 7 grandes puissances mondiales présumées. Ben, sachez que ces géants de la tech que je viens de vous nommer, là, ils étaient eux aussi à la table. Donc, G7 plus ces grands géants techno-entrepreneurs. Donc, j'espère que vous les connaissez.
Mais comme vous, il croit que la science peut et doit changer le monde. Puis ça, vous avez raison. Bon, il y a des limites à ce raisonnement-là, là, puis on va en parler quand on va parler encore une fois du technosolutionnisme, du déterminisme technologique. Mais c'est plus pour analyser, là, mais c'est pas pour contester le fait que la science a une influence sur la société. Sinon, pourquoi vous formez en sciences et génie? Sinon que parce que vous souhaitez avoir une influence sur la société dans laquelle nous vivons, puis vous souhaitez typiquement contribuer à une conception du bien, celle qui est la vôtre. Mais la deuxième partie de la réflexion, elle est plus difficile, c'est, vous avez une influence sur la société, mais est-ce que la société, elle, a une influence sur vous? Sur toi, là, futur professionnel en sciences et génie. Et c'est ce bout-là que je veux plus particulièrement explorer avec toi dans ce podcast. Et pour ça, on va faire déjà des distinctions. Je la fais en classe, mais je me permets de la répéter ici. La distinction entre science et recherche. Donc, vous avez une conception de la science, puis il faut en sortir un peu. Là, si vous voulez voir comment la société influence la science et la recherche, faut sortir un petit peu là, de cette façon idéalisée peut-être que vous avez de concevoir et de comprendre la science. Puis pour ça, il y a quelques distinctions qui s'imposent, notamment la distinction science et recherche que j'emprunte à un chercheur qui s'appelle Bruno Latour, qui nous a quittés récemment. La science. Parlons de la science d'abord. Celle-là, vous la connaissez, vous l'aimez, vous la chérissez, c'est pour ça que vous êtes en sciences et génie. Mais cette science, celle que vous voyez à découverte, que vous avez découvert en explorant du contenu proposé par Martin Carly, j'imagine que c'est un peu ça, là. Chacun ses propres... on a découvert ça à la télé, ou peut-être que vous avez un YouTube préféré, là, mais souvent, lorsqu'on incarne ce type de science-là, on parle d'une science qui est associée à des connaissances qui seraient certaines, qui seraient objectives, qui seraient froides, qui seraient coupées de la politique, qui seraient asociales. Qu'on se fait une conception là, de la science, de la connaissance qui serait neutre. Puis à ce moment-là, votre personnage préféré, là, votre YouTuber préféré qui parle de science, sa posture, c'est de vous communiquer, de vous instruire de vérités, de faits scientifiques. On va parler de vulgarisation. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il prend le savoir, qui est très complexe. Si vous faites de la recherche, comme moi, si vous vous dirigez vers des études supérieures, même en ce moment, vous avez déjà exploré une partie du contenu, du savoir, vous avez vu que c'est compliqué tout ça, là. Mais lorsqu'on vulgarise, on fait de toute cette complexité quelque chose de plus simple, parce qu'il faut toujours bien l'enseigner, puis il faut tourner quelques coins ronds, puis réduire la complexité à quelque chose de plus simple, mais au moins d'enseignable. Puis, c'est une extension de tout ça que vous allez trouver dans vos textbooks préférés. Donc, si vous prenez un textbook en physique, en chimie, en génie, vous allez voir ce genre d'extension-là de cette conception de la science. Puis dans ces ouvrages, vous avez une connaissance scientifique qui justement est apolitique, elle est asociale, elle est coupée de la société. Il n'y a pas de trace de la société dans ces ouvrages-là, mais faites attention parce que c'est un leurre, là. C'est-à-dire que si la société, il n'y a pas de trace d'influence de la société dans ces livres-là, c'est parce qu'on a tenté justement d'extirper, de trier, puis d'extraire les influences de la société, puis de garder uniquement dans ces ouvrages le contenu qui est rationnel, qui est rigoureux, qui est asocial, justement, qui est apolitique. C'est ce qu'on fait dans vos textbooks. Ce qu'on essaye de faire, puis vous allez voir qu'on réussit pas toujours, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de garder uniquement le contenu rationnel. La production de la connaissance, ça se fait à travers toutes sortes de processus, mais à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on
On garde juste le contenu qui est le plus neutre, objectif, rationnel, puis on tente de concentrer tout ce contenu-là dans des textes, des grands textbooks ou des grands ouvrages là, qui résument tout ça. Puis, à partir de ces ouvrages-là, on se fait une conception de la science qui, elle, serait rationnelle, une science pure, hein, objective. Mais la réalité, c'est plus compliqué. Puis d'ailleurs, quand vous allez explorer vos textbooks, vous allez voir que ces textbooks ne réussissent jamais parfaitement à effacer les traces de la société dans laquelle ces textbooks ont été pensés et conçus. Ah, je vous promets, j'ai quelques exemples assez croustillants à vous partager un peu plus tard. Mais essentiellement, ce que vous devez retenir ici, c'est ça. C'est-à-dire que votre personnage, votre scientifique, là, votre Martin Carly ou votre YouTuber préféré, là, celui-là, ou Charles Tisser, moi c'est Charles Tisser que je voyais le dimanche soir. Là. Ben, ce personnage-là, c'est une construction sociale. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'existe que dans notre tête. C'est un personnage. Puis cette construction-là sociale, elle s'est ancrée progressivement dans vos têtes. Hein? D'ailleurs, si je vous demandais aujourd'hui de dessiner un scientifique, c'est ce que je fais en classe, vous irez voir l'enregistrement de cours, je leur avais demandé dans le mini-test de me dessiner un scientifique, puis vous allez voir que les dessins sont beaux, entre guillemets, là, sont pas très beaux. Il y en a des très beaux, puis il y en a des très laids, je vais le dire aussi crûment. Mais vous allez voir que quand on dessine un scientifique, ça finit toujours par ressembler à cette même construction sociale. Hein, d'ailleurs, ce test-là, ça s'appelle le DAST test, le Draw a Scientist Test. C'est-à-dire que peu importe à qui on demande de dessiner un scientifique, les dessins sont toujours les mêmes. Puis je dirais que plus on se rapproche de l'université, plus ils se ressemblent. Plus la construction sociale est enchâssée dans c'est imbriqué dans votre cerveau. Hein? Autrement dit, plus les dessins, plus vous vous rapprochez de l'université, plus ça ressemble à Martin Carly. C'est ça que ça ressemble. Là. C'est un monsieur, là, il a son sarrau, il a des lunettes, il est blanc, il a des moustaches. Il crie Eureka, puis il y a un Erlenmeyer autour. Puis c'est toujours ce même genre de caricature, mais il faut s'en défaire un jour. Là. Vous êtes rendu des grands, là, vous êtes à l'université, vous en avez fait un bout en sciences. Puis maintenant, il faut sortir un petit peu de cette caricature-là pour vous intéresser vraiment à ce qu'est la science. Puis c'est quoi la science, les liens entre la science et la société, puis comment que la société influence aussi la composition même de la science. Puis la distinction de Bruno Latour, lui, ce qu'il vous suggère, c'est de remplacer ce scientifique par cette construction sociale, par une nouvelle construction, ce serait le chercheur en sciences. Quel est-il, ce chercheur? Puis c'est à partir de cette conception-là, cette nouvelle conception de la science, que vous allez voir plus aisément les liens entre science et société. Puis Latour, ce qu'il vous dit, c'est qu'un chercheur, ça ressemble pas à Martin Carly. Ça ressemble pas à votre YouTuber préféré qui se met à sarrau pour vous expliquer des choses simples. Un chercheur, c'est pas toujours un homme blanc avec une moustache. Ça peut être une femme, ça peut être un représentant d'une minorité ethnique, culturelle, visible, de genre, nommez-les, mais ils n'ont souvent même pas de sarrau. Quand vous promenez ici, là, à l'université, si vous croisez des chercheurs, ils n'ont pas de sarrau blanc. Souvent, ben peut-être, là, c'est quand ils les croisent des fois au laboratoire. Si vous les croisez des fois au laboratoire, mais le plus souvent, ils sont à côté du laboratoire dans un bureau. Ils n'ont pas d'Erlenmeyer autour, puis ils n'ont pas de sarrau blanc. Puis, mais c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, là. C'est un chercheur, un vrai, une chercheur, puis une vraie ou un vrai chercheur que vous pouvez croiser à l'université. Donc, l'avez-vous en tête, là? Bon, ben pour ce chercheur, pour lui, là, la connaissance, elle est incertaine. Il doute de tout. Hein? Contrairement à Martin Carly, qui, pour lui, là, que tout est simple, puis il n'y a plus rien à douter, il y a juste quelque chose à nous enseigner. Ben pour le chercheur, ben la connaissance, elle n'est pas objective. Hein? Elle est subjective. Hein? Pour un chercheur, la connaissance, elle est toujours liée à une personne. Quand il vous cite, lorsqu'il va vous citer une étude scientifique, il va vous dire, ben
telle étude a été produite par tel chercheur ou tel groupe de chercheurs. Il y a toujours ce lien-là entre la connaissance et celui ou celle qui a produit cette connaissance. Et toujours pour ce chercheur, quand vous discutez un chercheur, vous allez voir que pour eux, la connaissance, elle est chaude. Hein? C'est pas froid, c'est pas objectif, c'est changeant. Ça pourrait changer du jour au lendemain. On a des hypothèses, on s'appuie sur un savoir, mais typiquement, si mes recherches fonctionnent, je vais faire évoluer ce savoir. Idéalement, je pourrais même contester une partie du savoir. À ce moment-là, on parle d'une découverte, puis on remplace le savoir, puis on fait évoluer le savoir. Donc ça fait partie de la réalité des chercheurs. Puis pour les chercheurs, pour lui, ces activités sont intensément liées aux enjeux politiques et sociaux. Hein. Les chercheurs, ils vont lire les budgets politiques, ils vont tenter d'aligner leurs intérêts de recherche avec des thèmes qui sont promus et financés par les bailleurs de fonds. Puis ça peut varier là, selon les époques. Dans le temps de la pandémie, il y avait pas mal de chercheurs qui ont orienté leur recherche autour de la pandémie. Il fallait en parler, c'est là que l'argent allait, puis effectivement, les besoins étaient là. En ce moment, c'est en intelligence artificielle. Là, on dirait que s'il y a un seul sujet, puis on inscrit intelligence artificielle, qu'on en parle un peu ou pas, ou un peu beaucoup, mais peu importe, là, si on veut avoir du financement, faut en parler un peu, parce que c'est ça. Puis les chercheurs sont comme ça aussi. Tous les sujets sont importants, mais pourquoi pas explorer un sujet qui est bien financé plutôt, et qui me permettra de poursuivre mes intérêts de recherche. Donc ça, c'est important d'en avoir bien conscience, parce que, étant donné que ces champs sont promus et bien financés par les bailleurs de fonds, ces champs risquent de davantage constituer le contenu même de la science. Or, vous le voyez bien, là, ces champs du savoir qui sont bien financés par les bailleurs de fonds. Pourquoi le sont-ils? C'est parce que ces champs sont prometteurs d'un meilleur monde, d'une conception du bien commun, c'est-à-dire celle qui est promue par le gouvernement en place. Hein, le gouvernement, il se dit, le bien, c'est où? C'est de nous sauver de la pandémie. Le bien, c'est où? C'est de promouvoir l'intelligence artificielle ou d'aller dans cette direction-là. Puis ce faisant, on va financer ces champs-là. Puis les champs qui s'éloignent de notre conception du bien commun, on va réduire le financement. Puis tôt ou tard, on va se retrouver avec un financement de la recherche qui est un peu, c'est ça qu'il faut reconnaître, là, c'est que le financement de la recherche permet d'orienter un peu le cours de la science. Donc, là, voyez-vous un peu le lien entre science et société? C'est par ce lien-là que la société influence un peu, admettons-le, le cours de la science. Et donc, la science, comprenez ici la recherche, là, et avant même qu'elle se retrouve dans des textbooks, là, au moment où on est en train de faire de la recherche, cette recherche, elle est liée aux enjeux sociaux. Elle est influencée un peu par la société dans laquelle elle est produite, notamment via le financement de la recherche. Puis ces traces de l'influence de la société ne seront jamais totalement effacées de la science. Hein? C'est-à-dire que même cette science que vous pensez couper de la société, cette science neutre et objective qui serait protégée de ses influences puisqu'on l'a enfermée dans un laboratoire, même cette science pure là, qu'on souhaite objective et purement neutre, elle est liée aux politiques, elle est liée aux enjeux sociaux de son époque et aux enjeux sociaux de la société dans laquelle elle est produite. Et on peut même pousser la réflexion encore plus loin, c'est-à-dire que si on admet que la société influence un petit peu le contenu de la science, on devrait trouver des traces de cette influence dans vos textbooks préférés, là, vos livres qui colligent l'ensemble du savoir rigoureux. Si la société a réussi à influencer un petit peu le cours de cette science, on devrait trouver quelques traces de cette influence dans un textbook. Puis faites l'exercice. Prenez un textbook autour de vous, là,
écoutez, vous coûte assez cher, j'espère que vous les gardez, là. Prenez vos textbooks à 400 $, là, prenez-en un. Puis, lisez surtout, même les premières pages, là, vous allez voir que vous risquez de trouver des traces de l'influence de la société dans laquelle a été produit ce textbook. En classe, je vais vous donner des exemples. Je vais vous parler de Lysenko, qui est donc de l'influence du régime communiste en URSS. Vous savez, au moment où on faisait de la science en URSS, en plein régime communiste, il y a une sorte d'influence dans le contenu scientifique. Vous allez voir les détails en classe, dans l'enregistrement de cours. En classe, je parle aussi d'Alan Turing. Donc, vous allez voir comment la société de l'époque a influencé le cours d'un chercheur qui, aujourd'hui, s'est reconnu comme étant le père de l'intelligence artificielle, Alan Turing, avec son Turing test. Mais vous allez voir comment la société a influencé le cours et la carrière de ce chercheur. La société change, puis le sort qu'on réserve à Alan Turing est bien différent. Autre exemple que je vais citer en classe, mais tiens, je vais en dire déjà quelques mots ici. Il y a le chercheur Carl von Linné. Connaissez-vous? Vous rappelez-vous de Carl von Linné? Si vous avez fait de la biologie dans votre vie, vous avez sûrement trouvé les travaux dans vos textbooks préférés là, de Carl von Linné. C'est un des premiers qui a fait le premier grand tableau là, taxonomique là, où on voit tous les règnes du vivant, avec plein de mots en latin. Là. Vous allez voir ça, les espèces, les races, puis tout ça c'est regroupé selon des critères visuels. Vous irez voir, allez voir dans l'enregistrement de cours là, ce que le père de la biologie moderne, M. Carl von Linné, raconte à propos des races humaines. Et vous m'en reparlerez. Puis vous me direz que c'est pas des traces de l'époque. Là. La façon que M. von Linné parle des races, ça ferait frémir n'importe quel étudiante. S'il fallait qu'un prof affirme ce genre de distinction entre les races en classe. Tiens, je vous en dis pas trop, vous irez voir le contenu dans l'enregistrement de cours. Mon exemple préféré, tiens, je vais vous le raconter ici dans le podcast, c'est un exemple extrait en biologie de la reproduction. Parce que vous le savez, là, j'ai une formation notamment en biologie de la reproduction, puis vous ouvrirez n'importe quel textbook en biologie de la reproduction, puis vous allez voir qu'il y a des traces de la société de l'époque, notamment dans le langage, le récit. Vous savez, le récit pour parler de l'embryon puis des spermatozoïdes, là, les chercheurs qui écrivent ces textbooks-là, là, ils ont toujours le même genre de malaise à parler. Écoute, c'est juste des gamètes, là, mais là, on se met à raconter des histoires sur la sexualité, puis il y a toujours une façon de concevoir les relations, même homme-femme, ou les relations sexuelles biologiques là, qui créent toutes sortes de malaise. Souvent, ça ressemble à des histoires de princes et princesses. Là. Puis là, dans les ouvrages de l'époque, ceux que je lisais, là, écoute, on est dans les années 2000, puis c'était des ouvrages des années 90 puis 80. Là. On parlait des spermatozoïdes comme si c'était des guerriers, puis là, il y avait les ovules passifs là, qui préparaient le nid, puis en attendant le conquérant, puis il y en a juste un seul là, qui va survivre à cette grande guerre, puis du calme, là. Ce ne sont que des gamètes. Hein? Puis ça en prend deux pour faire un être vivant. On aurait pu se contenter de ça, mais non. Mais on préfère nous raconter des histoires et laisser dans ce genre d'ouvrage des traces de la société dans laquelle a été écrit ce genre d'ouvrage. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les chercheurs sont souvent malgré eux, là, sans s'en rendre compte, puis peut-être que vous êtes aussi comme ça, on tente d'être le plus intègre, rigoureux et objectif, mais ça reste que, comme n'importe quel humain, on est influencé par notre époque, par les idéaux et valeurs de notre société, puis on est imprégné tranquillement par les myopies, les préjugés d'une époque. Puis ce qui s'est passé, dans le passé, si vous trouvez des traces de cette influence-là, on devrait aussi voir ce genre d'influence-là aujourd'hui, là, dans votre propre tête.
vous devriez, vous aussi, en ce moment, être influencé par les myopies et préjugés de notre époque. Parce qu'il y en a aussi. On ne le sait pas encore. C'est dans 30 ans qu'on va regarder notre époque, puis on va regarder, puis on va dire, on était étranges en 2026. Pensez-y un peu. Quelles sont les valeurs, les myopies, les préjugés de notre société, de notre époque? Puis quelles sont les valeurs et myopies de notre époque qui vont laisser des traces dans la science que vos enfants liront dans quelques années dans leur textbook à l'Uni? Il y en a en ce moment-là. Je sais pas c'est quoi. On va le savoir dans 20 ans lorsqu'on va lire la science de notre époque et probablement qu'on va en rire là aussi un peu. Influence de la société sur la science. C'était cette partie de la démonstration. Si vous voulez avoir la démonstration plus longue, vous irez écouter l'enregistrement de cours. Dans le cours, de façon générale, deux démonstrations. La science influence la société et la société influence la science. Et conséquemment, vous qui incarnerez la science, ce qui risque de se passer, toi, en exerçant ta profession en sciences et génie, tu vas tenter d'influencer la société. C'est bien, mais n'oublie pas que la société a déjà influencé aussi ta science et ce que tu es. Je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pensent que leur rôle, il est uniquement technique. Moi, je suis seulement... j'ai étudié en génie, mon rôle c'est scientifique. Vous me donnez un projet, puis je le réalise, mais faut prendre aussi le temps d'y réfléchir un peu, puisque vous faites bien plus que ça. Ce que je veux vous dire ici, c'est lorsque vous allez construire des ponts, des routes, pour reprendre cet archétype là, en génie, vous ne faites pas seulement que construire des ponts et des routes. Vous vous mettez au service d'une conception du bien commun, d'une conception de ce qu'est la ville idéale. Puis cette conception-là, elle s'est invitée dans la science qu'on vous a enseignée depuis que vous avez passé le cégep, puis tout au long de votre formation universitaire. Ce que devraient être nos modes de transport, c'est une conception de la vie bonne et du bien commun. Lorsque vous allez participer à des projets techniques, ce ne sont pas seulement des projets techniques. Vous vous mettez au service des valeurs et vous allez sacrifier d'autres valeurs au passage. C'est pour ça qu'on en parle dans le cours des dilemmes. Un dilemme, c'est ça. C'est le choix entre deux voies et deux voies distinctes qui servent des valeurs. Et choisissant une voie, je me mets au service d'une valeur et ce faisant, je sacrifie une autre. Puis tout ça, si vous ne faites pas l'effort d'y réfléchir un peu, tout ça va rester caché dans vos projets de construction de ponts et routes. Et pas seulement des ponts et routes, parce qu'il y en a plusieurs qui vont me blâmer que je parle tout le temps de génie civil. Là. Écoutez, c'est ça, des trains électriques, il y a des valeurs puis des projets sociaux qui sont derrière ça, mais il n'y a pas uniquement que ça. Des autos, des routes, j'en conviens, mais pensez à n'importe quel autre champ du savoir, puis vous allez voir qu'il y a des valeurs qui sont et des conceptions du bien commun qui se cachent derrière ces projets-là. Si vous, en informatique, vous développez des algorithmes en intelligence artificielle dans le domaine de la santé, vous vous mettez au service d'une conception de la santé, de certaines valeurs. Si vous construisez des drones, moi je construis des drones, puis je mets des lidars là-dessus. Puis mes drones, puis mes lidars vont participer, puis seront achetés, puis seront utilisés dans le conflit israélo-palestinien. Donc, évidemment, là, que vous le voyez qu'il y a un rôle social, mais souvent, vous vous coupez du reste en disant, mon rôle n'est que technique, mais vous voyez bien, là, vous vous mettez au service de certaines valeurs et vous exercez un certain rôle à l'endroit de la société. Puis si vous développez c'est un autre champ d'expertise, vous développez des protéines pharmaceutiques, vous balisez des territoires qui sont sujets de conflit. À chaque fois que vous faites ça, il y a des enjeux et des valeurs sociales et politiques qui se cachent derrière ces projets.
Vous vous mettez au service. C'est ça que vous faites. Vous prenez votre science et votre connaissance, votre pouvoir, votre savoir, puis vous vous mettez au service. Lorsque vous choisissez un domaine d'expertise, lorsque vous choisissez un employeur, vous décidez de vous mettre au service. De qui? Hein? Posez-vous ce genre de questions-là. Je me mets au service, mais de qui? De quoi? De quelle valeur? Cette belle petite tête là, que vos parents et vos proches aiment tant, vous la mettez au service de quelle valeur et de quelle conception du bien commun. Est-ce que ces valeurs et conceptions du bien sont cohérentes avec les vôtres, avec votre propre morale? Et si vous étiez en train de vous mettre au service de conceptions du bien commun et de valeurs qui contredisent votre propre morale? Ça serait absurde, non? La morale, chers étudiants, chères étudiantes, elle est là. Elle est juste cachée au cœur de la science et des outils technologiques que vous développez. Elle est là, elle est cachée au cœur des projets en sciences et génie auxquels vous allez contribuer et pour lesquels vous allez vous mettre à leur service. C'est vous qui faites la morale, qui par vos choix, par votre exercice de la profession en sciences et génie, c'est vous qui êtes en train de construire la morale. Puis gageons que, rappelez-vous, là, au début du cours 1, quand vous avez vu, en écoutant l'enregistrement de cours, vous avez vu cette vidéo de Jean-François Sénéchal pète une couche. Puis vous vous êtes dit, bon, un autre prof en philo qui va nous faire la morale. Moi, ce que je vous dis à la fin de ce cours, écoutez, on est à l'avant-dernier module, là, moi, ce que je vous dis, c'est le contraire. C'est vous qui faites la morale. C'est peut-être la citation la plus choquante de ce cours d'éthique. C'est pas le prof qui fait la morale, c'est vous. C'est toi là, qui m'écoute patiemment depuis le début de cet enregistrement, c'est toi qui, par tes faits, tes gestes, par tes choix d'employeur, par le choix de ton champ d'expertise, de la science et du génie, c'est par ces choix que tu fais littéralement la morale. C'est toi qui construis la morale. C'est-à-dire que c'est toi qui, par tes choix, fais la promotion de certaines valeurs et certaines conceptions du bien commun. C'est toi qui, par ses choix, met une science au service de ce genre de projet, et toi qui pourtant penses que la science, elle est neutre. C'est ça que tu fais avec ta science et ton génie. Tu te mets au service de projets techniques et scientifiques qui, eux, vont influencer comment moi, je vais me déplacer, moi, comment je devrais vivre, dans quel environnement, hein, puis quel devrait être mon rapport avec la santé, avec la nature, avec la vie, avec la biologie. Puis tout ça, toi, par tes gestes et tes décisions, ben, tu influences la façon dont je me conçois, la façon dont la société se pense. Tu fais ça aussi. Hein, regardez si c'est pas assez clair ce que je dis en ce moment, regardez ce que vos prédécesseurs ont fait. Hein, l'automobile, l'avion, la vaccination, l'Internet, les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, l'IA, pensez à ChatGPT, ce ne sont pas seulement des outils techniques créés par des professionnels en sciences et génie, là. Ce ne sont pas seulement des outils neutres moralement, là, socialement. Il faut bien reconnaître comment ces technologies influencent ce que nous sommes, puis nous prescrivent ce qu'est leur conception du bien, sinon leur conception d'un monde idéal. Parce qu'ils ont déjà influencé ce que je suis, ce que tu es, puis ce que nous sommes. Attention. Hein, votre science, votre profession font la promotion, peut-être à votre insu, là, mais il reste qu'ils font la promotion de valeurs, hein, d'une conception du bien commun, de vision du monde. Puis il est temps pour vous de reconnaître ces valeurs, de les assumer et de vous assurer que ces valeurs correspondent aux vôtres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre au service de qui?
Te rappelles-tu mon exemple du tramway au début du cours? On était au module 2. J'ai donné ça en classe. Vous avez sûrement visionné l'enregistrement de cours. Vous avez vu l'exemple classique du tramway. Rappelez-vous, là, la jonction de rails de chemin de fer. Il y a un tramway, puis il y a une personne au levier qui tente de prendre une décision difficile, puis de part et d'autre, on ne sait pas c'est quoi la bonne décision. Moi, ce que je vous propose en conclusion de ce module 11, c'est que cette tramway, c'est la vie elle-même. C'est la tienne. Il y a toi qui es au levier. Puis, tu le sais qu'il n'y a pas de bonne décision. Hein? Il y a juste toi. Puis, il y a une question. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Quelles sont les valeurs que tu souhaites plutôt promouvoir via la science et le génie? Est-ce que c'est possible d'exercer sa profession en sciences et génie en ignorant les valeurs qui s'y cachent? Est-ce que tu accepteras de te mettre aveuglément au service d'un employeur ou de projets qui ne correspondent pas exactement à tes valeurs? Ou au contraire, est-ce que tu décideras d'exercer la science et le génie en t'assurant que les valeurs promues à travers ces projets, à travers l'exercice de ta profession soient les tiennes et que ton rôle puisse contribuer à construire la société dans laquelle vous, toi, moi, nous souhaitons vivre. Voilà. C'est tout. Hein, je te l'avais dit qu'au début du cours, il y avait une partie plus existentielle à ce cours. C'est tout pour cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Merci de m'écouter les podcasts. Puis j'espère que ça vous aide à mieux comprendre le contenu du cours. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, ce sera le nom de l'auteur dont je me suis inspiré pour la distinction entre scientifique et chercheur. Donc, ce sera Bruno Latour. Donc, l'indice cette semaine, Bruno Latour. Allez lire Bruno Latour pour explorer, si ça vous tente de continuer à explorer, là. Philosophie des sciences, sociologie des sciences, Bruno Latour, c'est un incontournable.